Hello hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo à propos de la thématique du moment, à savoir la sortie imminente du Quansheng K1. Et ce que je vous propose aujourd'hui, dans la continuité du live que j'ai fait hier, c'est tout simplement de vous montrer l'intérieur de ce poste une fois qu'il est démonté, pour qu'on puisse en faire déjà un rapide tour et une rapide analyse, en tout cas une analyse de surface. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier vivement pour votre participation au live d'hier. J'ai été surpris parce qu'en regardant les statistiques, au pic de fréquentation, je crois qu'il y avait plus d'une cinquantaine de spectateurs. Donc ça me surprend toujours autant qu'il y ait autant de personnes qui répondent présents à ce genre de rendez-vous. Mais ça montre aussi qu'il y a probablement un minimum quand même encore d'intérêt autour de ces postes et que les sujets vous intéressent. Donc c'est très bien. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre soutien. Alors, concernant donc le démontage de ce poste, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, tout simplement parce que j'ai pas vraiment les moyens techniques de vous le montrer. Vous savez, je ne filme qu'avec les moyens du bord, hein. J'ai juste un iPhone 8, donc à presque une dizaine d'années, mine de rien. Donc j'ai pas forcément les bons éclairages, les bons zooms, etc., etc. Donc je vais juste vous décrire un petit peu étape par étape comment procéder, puis on regardera ensuite à l'intérieur ce qui est intéressant de regarder. Alors, en fait, la première chose que vous allez faire pour démonter le poste, si vous souhaitez le faire, bien sûr, il n'y a aucune obligation à le démonter, bah, c'est tout simplement déjà de commencer par enlever la batterie. Donc ça, jusqu'à là, pas de souci. Ensuite, deuxième étape, vous allez supprimer, enfin enlever le bouton du rotacteur ici. Alors sur un modèle récent, c'est la même chose sur les TK11 et dans une certaine mesure aussi sur les K5. C'est toujours un peu compliqué au début de retirer ce rotacteur, mais on y arrive, hein. Il faut un peu insister, y aller par petits à-coups. Éventuellement, si vous avez une petite spatule en plastique rigide, vous pouvez un peu faire levier à ce niveau-là, et puis vous allez réussir à l'enlever, il n'y a pas de souci. L'étape suivante, c'est donc à l'arrière ici, vous avez à enlever deux vis qui sont donc des vis, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des vis en étoile ou des Torx, enfin bref, c'est pas du cruciforme, hein. Donc bon, mais je pense que vous aurez, si vous avez en tout cas des velléités de le démonter, vous aurez le matériel pour. Donc vous enlevez ces deux vis. Puis, à l'aide soit d'un tournevis plat, soit d'une petite spatule en plastique rigide, vous avez ici une petite fente et vous allez tout simplement légèrement faire appui dessus pour tout simplement extraire le bloc en alu qui va sortir. Si vous avez l'habitude de démonter les UVK5, c'est pareil, hein, qui va petit à petit sortir. Vous allez pouvoir le retirer comme ça, il n'y a aucun problème. Et donc derrière cette plaque en alu, vous allez trouver le PCB. Alors je vous montre en gros du coup ce que vous allez récupérer. Vous allez récupérer du coup quelque chose qui ressemble à ça. Alors en fait, là où vous avez une évolution, c'est que vous aviez avant sur les K5 essentiellement deux fils qui vous embêtaient, qui étaient un fil de masse et de tension positive qui reliait le haut-parleur. Donc souvent, si on voulait être plus tranquille, bah, tout simplement on dessoudait ces deux fils, comme ça on pouvait désolidariser le boîtier du bloc alu plus PCB. Là, progrès important, et bien en fait vous avez donc une nappe ici qui permet tout simplement de gérer la partie microphone haut-parleur et également bien évidemment la partie clavier, parce que oui, l'électronique du clavier est sur ce boîtier. Et donc vous avez ici très judicieusement cette nappe
qui est donc relié à ce niveau-là avec ce qu'on appelle de mémoire un connecteur ZIF, donc Zero Insertion Force. Donc ça permet, sans avoir à sortir le fer à souder, de pouvoir désolidariser la coque avant et donc le bloc alu avec le PCB. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, on a donc extrait de la coque avant toute cette partie-là. Bon. À partir de là, vous allez avoir 4 vis qui, elles, sont des vis cruciformes. Donc, on change de tournevis. Donc, vous en avez une ici, une là, une là, une là. Bonne nouvelle, il n'y en a plus qui sont cachés plus ou moins derrière l'écran. Donc, vous n'avez plus besoin de vous embêter à faire pression un petit peu sur l'écran pour aller libérer des vis supplémentaires. Je vous montre sur un K5. Un K5 ici, quand on veut complètement le démonter, il y a des vis qui sont difficilement accessibles parce que il y en a une qui est là, l'autre sur le côté, et on peut la voir, mais celle-là souvent quand il y a l'écran qui est clipsé, fallait vraiment soulever la partie écran pour pouvoir accéder à cette vis. C'était pas très pratique. Là, on n'a pas besoin de ça sur l'UVK1. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc à partir du moment où vous allez donc supprimer ces 4 vis, vous allez pouvoir également libérer petit à petit le PCB. Alors il faudra tout de même également dévisser les bagues qui se trouvent là, au niveau donc de la prise antenne et au niveau du rotacteur. Bien évidemment, vous vous en doutez aussi, vous avez la sacro-sainte petite plaque qui se trouve là sur le côté, voilà, comme ça. Vous avez l'habitude, certains l'ont enlevé sur le K5, bon, bien évidemment, vous l'enlevez. Donc ça vous permet du coup ensuite de parfaitement libérer le châssis d'un côté et vous retrouvez avec essentiellement le PCB. Voilà. Alors, du coup, par rapport à un PCB du VK5, on comprend bien les évolutions et pourquoi le poste est plus petit. Voilà, là vous avez le PCB du VK5 avec du coup la partie clavier également qui prend de la place. Là, il n'y a plus du tout la partie clavier, puisque la partie clavier, elle est en fait sous le capot ici, avec une partie électronique qu'on peut d'ailleurs voir, hein, si vous démontez, pareil, c'est des vis Torx ou en étoile. Vous pouvez soulever cette petite partie métallique et ça va vous libérer le clavier avec un minimum l'électronique qu'il y a dedans. Donc comme là sur l'UVK1, vous avez plus sur le PCB, vous n'avez plus la partie clavier, forcément le PCB est moins volumineux et le poste en lui-même est moins volumineux. C'est comme si sur le K1, en fait, il y avait du multicouche, l'électronique et par-dessus le clavier. Alors que sur le K5, vous avez l'électronique et le clavier sur le même PCB. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu les différents composants, en tout cas ceux qui sont intéressants, vous avez sur le recto, ici, le BK1080. Donc on le connaît, hein, le BK1080, il y a le même sur le K5. C'est tout simplement le chipset radio dédié à la broadcast FM, donc, qui est donc un composant dédié à cette tâche. Ici, alors c'était pas positionné là sur un UVK5, mais c'est donc côté recto sur l'UVK1. Vous trouvez ce fameux composant dont j'ai parlé d'ailleurs pendant le live et qui m'a beaucoup surpris, et il a fallu quand même que je vérifie à plusieurs fois, mais non, je suis sûr de mon coup. C'est en l'occurrence un PY25
Q16HB. Et c'est ni plus ni moins que la mémoire externe, donc ce que vous appelez dans votre jargon les proms de calibration, etc. C'est un composant qui offre en capacité, tenez-vous bien, 16 mégabits, c'est-à-dire en octets, 2 mégaoctets, donc 16 mégabits ou 2 mégabytes d'espace mémoire. C'est juste gigantesque. Je vous rappelle que l'UVK5 de base, il a 8 kg de mémoire en EEPROM. Il y a quelques modèles qui sont sortis à 64 et vous avez certains firmware qui vous proposaient de faire une modification hardware pour rajouter 256 kg ou peut-être même 512, je sais plus trop. Là, on est sur un composant qui embarque 2 mégas, 16 mégabits d'espace mémoire. Donc c'est complètement hallucinant. Enfin, moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Mais j'ai bien relu les drafts, les datasheets, et c'est bien ça. Alors, si on regarde maintenant au verso, on trouve donc ici le fameux PY32F071 qui, vous le remarquerez, est donc un composant qui n'est plus 32 mais 48 pins. Si vous comptez du coup toutes les petites pinoches qu'il y a tout autour, il y en a 48. Donc on a bien changé de microcontrôleur sur le DP32G030 ou le PY32F030 des Quansheng K5 V2, il n'y a que 32 pins. Donc là on en a 48. Donc le microcontrôleur, il est là. Et ici vous avez donc le chipset radio, j'ai envie de dire que l'on connaît bien, oui et non. En fait c'est un BK4829, donc sur l'UVK5 c'était un BK4819, là c'est un BK4829. Je vous rappelle que sur le TK11, comme vous avez deux VFO, il y en a un qui utilise un BK4819 et l'autre qui utilise un BK4829. Bah là, ils ont choisi de prendre un BK4829 pour le Quansheng K1. Ça change pas, je pense, grand-chose. J'ai plus les datasheets précisément en tête, mais mis à part des plages de fréquences qui sont un peu différentes, c'est des composants qui sont très proches, le 4819 ou 4829, donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer en plus? Sinon c'est du classique, on retrouve donc toujours la connectique double jack prise type Kenwood. Ici donc le connecteur pour la partie batterie, l'USB-C qui se trouve là. Voilà, donc rien d'étonnant, même si, comme je vous le laissais entendre, pour moi l'USB-C devient un peu de l'USB-C intelligent, puisque je pense qu'il sera possible de programmer le poste et possiblement aussi d'ailleurs de le flasher via l'USB, ce qui peut être plutôt pratique. Donc j'ai pas encore regardé toute la partie électronique liée à l'USB-C, mais je pense que ça a pas mal évolué. Donc voilà, on a ensuite tout un tas de points de mesure à gauche ou à droite, classique, l'écran, le ST7565, on le présente plus, c'est toujours le même. Voilà ce que l'on peut dire pour cette petite visite rapide, ce survol rapide du PCB du Quansheng K1. Franchement, je trouve que c'est vraiment propre et je suis assez fan notamment là de ce connecteur ZIF là, qui permet vraiment de libérer proprement la face avant du poste. C'est plutôt pas mal, et puis je suis scotché par cette EEPROM parce que vraiment c'est ce que je vous expliquais pendant le live, la mémoire flash interne du microcontrôleur PY32F071, c'est 128 kg. Avec 2 mégas de mémoire ici, je ne sais pas si
si le développeur du firmware avec le multi-boot va travailler sur ce poste, mais là il va pouvoir s'amuser parce que en standard on pourrait stocker une dizaine de firmware sans problème dans cette puce, et au démarrage pouvoir tout simplement sélectionner quel firmware on veut. Alors si en plus il le fait en réservant, et il y aurait la place, en plus un espace dédié à chaque firmware pour les données de calibration et le stockage des données en mémoire EEPROM, ça serait tip top. Et il y a vraiment moyen de le faire avec cet espace. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je trouve que c'est assez propre à l'intérieur, et je suis assez confiant. Alors, je ne vous l'ai pas montré également, mais bien évidemment, en bas ici, d'habitude il était sur le côté, je vous le montre sur le K5, sur le PCB du K5. Voilà, PCB du K5, vous avez donc le fameux port SWD qui se trouve là. Les trois petites pinoches, trois petits contacts, les pastilles, voilà, cherchez le terme, les pastilles rondes, plus la pastille carrée, donc ça c'est le port SWD qui est sur le côté sur le PCB de l'UVK5. Et donc là, en fait, on les trouve très vite, ils sont en bas. Voilà. Donc dans l'ordre, vous avez donc le GND, donc ça fonctionne avec 4 fils, hein. Le GND qui est la pastille carrée, on la retrouve facilement. Ensuite, donc de gauche à droite, hein, le GND, le SWD clock, le SWD input-output et le 3V3. Voilà, donc si vous avez un module ST-Link, vous pouvez vous greffer sur ces 4 pinoches et du coup aller dumper la flash, ce que j'ai fait. Donc je vous confirme également, je vous l'avais dit pendant le live concernant le Quansheng version K5 version 3, mais avec l'UVK1 même punition, en quelques minutes j'ai réussi donc à dumper la mémoire flash interne du PY32 F071 et récupérer du coup un dump, ce qui laisse entendre que ce poste n'est pas du tout verrouillé et que Quansheng a vraiment des velléités que la communauté travaille dessus dans de meilleures conditions que sur le TK11. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc sous la vidéo, vous trouverez la description. Dans cette description, je vous mettrai un lien vers un dépôt GitHub sur lequel du coup j'ai documenté un peu ce que je vous ai montré là. Donc vous retrouverez un certain nombre de photos, les datasheets également des composants clés, le dump de la mémoire flash interne, et puis un certain nombre de petites informations. Donc ça me sert un peu de brouillon, mais pour centraliser un peu toutes les informations que j'arrive à capter, à comprendre sur l'électronique de ce poste, en vue, on l'espère, d'un portage des firmware alternatifs dessus, puisque ça reste quand même la finalité. Voilà. Et donc, sous la description, bien évidemment, vous retrouverez également les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, faites des trucs, amusez-vous, préparez votre certificat d'opérateur radio, et on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Allez, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.